Bonjour à tous. Donc, je remercie aussi le Conseil scientifique de m'avoir invité pour vous présenter les pleurésies purulentes. Moi, j'ai pas de conflit d'intérêt. Les pleurésies purulentes, c'est une pathologie qui est ancienne, qui était extrêmement fréquente au début du XXe siècle, notamment à l'occasion de l'épidémie de grippe espagnole, avec une fréquence extrême de surinfection à pneumocoque. La fréquence de cette pathologie, elle a considérablement diminué avec l'avènement des antibiotiques, mais par contre, de façon un peu surprenante, l'incidence de la pleurésie purulente semble réaugmenter depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Ça a été confirmé par plusieurs séries. Alors les raisons, elles ne sont pas extrêmement claires, mais il est suspecté un lien avec la vaccination antipneumococcique heptavalente qui sélectionnerait des sérotypes de pneumocoques particulièrement invasifs pour la plèvre. Alors on va voir rapidement la physiopathologie, donc vous le connaissez bien, il y a trois phases. Une phase exudative, plutôt inflammatoire, liée à un foyer infectieux de contiguïté en général pulmonaire. À ce stade, le liquide pleural est inflammatoire, stérile, il n'est pas visqueux, et à ce stade, la pleurésie guérit sans antibiotiques. On parle d'épanchement parapneumonique non compliqué. Dans la phase suivante, on a une phase fibrino-purulente, avec la présence de bactéries, cette fois-ci, dans la plèvre, une inflammation importante, une activation de la coagulation et surtout une activation très importante de la fibrinolyse intrapleurale, à l'origine de cloisonnements qu'on voit très bien en thoracoscopie et qui font le pronostic de cette pathologie. Donc à ce stade, le liquide pleural ou la cytochimie pleurale est très modifiée et principalement avec une baisse du pH considérable liée à la production de CO2 par les bactéries. On parle alors d'épanchement parapneumonique compliqué lorsque le liquide est purulent ou d'empième lorsque le liquide, lorsque le liquide n'est pas purulent, c'est un épanchement parapneumonique compliqué et lorsqu'il est purulent, c'est un empième. Et enfin, la phase suivante, c'est la phase organisée avec la prolifération de fibroblastes dans le poumon, la présence d'une coque qu'on voit très bien au scanner, des troubles de ventilation, et à ce stade, on est dans une infection qui devient avec une indication chirurgicale. Alors les étiologies de cette pathologie, les trois principales étiologies, c'est tout d'abord la pneumopathie, qui est responsable de pleurésie purulente dans environ la moitié à 2/3 des cas. Ensuite, les causes iatrogènes, chirurgie ou endoscopie. Et enfin, les traumas, les infections pleurales d'origine hématogène, les infections de contiguïté liées à des abcès cervicaux, pleuraux ou abdominaux sont plus rares. Alors pour ce qui est de l'épidémiologie, sur le plan bactériologique, les données les plus complètes viennent d'une étude dont on va parler ultérieurement. C'est une étude anglaise qui a testé l'effet de la fibrinolyse dans l'épanchement purulent. Elle est intéressante parce que la bactériologie a été faite de façon un peu extensive avec des cultures standards, des PCR et éventuellement des techniques de clonage. Le premier renseignement de cette étude, c'est que 60% des cultures bactériennes pleurales sont positives si on n'a pas mis d'antibiothérapie avant la ponction pleurale. Donc on a 40% de cultures négatives. Et si on fait cette bactériologie standard après antibiothérapie, le taux de culture positive s'effondre à 40%. Le deuxième enseignement de cette étude, c'est que les PCR 16S, si on les ajoute à la bactériologie standard, permettent de rattraper les diagnostics bactériologiques. Et après PCR, on n'a plus que 25% de bactériologie négative. Ces PCR, elles permettent principalement de récupérer des streptocoques et des anaérobies. On a par ailleurs dans cette étude et dans d'autres études des cultures polymicrobiennes dans environ 20% des cas. Et enfin, dans plusieurs études, on n'a quasiment jamais documenté de légionnelles ou de mycoplasmes, de germes intracellulaires, ce qui suggère que ces germes sont rarement en cause dans la pleurésie purulente et ce qui suggère qu'on peut faire l'impasse sur une antibiothérapie active sur ces germes. Alors, bien sûr, la bactériologie est très différente dans le contexte communautaire, dans le contexte nosocomial. Dans le contexte communautaire, on va avoir une moitié de streptocoques, dont 50% de pneumocoques, 50% de streptocoques d'origine buccale. Le deuxième gros contingent de bactéries, c'est les anaérobies, qui représentent 20% des causes dans ce contexte. Et on va avoir quelques staphylocoques et quelques bacilles gram-négatifs, mais à moins de 10%. Donc l'épidémiologie des pleurésies purulentes est différente de celle de la pneumopathie bactérienne, probablement parce que l'espace pleural a des caractéristiques physico-chimiques qui sont très différentes du poumon, ce qui va être responsable d'une sélection d'une écologie différente. Dans le contexte communautaire, on voit que c'est le germe prédominant, c'est le Staphylococcus aureus, principalement métière sans surprise, avec cette fois-ci une augmentation importante, une présence importante de bactéries gram-négatives fermentantes ou non fermentantes. On a moins de streptocoques et moins de germes anaérobies, mais on en a encore.
Alors pour ce qui est du pronostic, donc, la pleurésie purulente, c'est une pathologie qui est toujours grave. Donc là, je vous ai mis une étude américaine qui porte sur 20% des hôpitaux américains, sur une base de données médico-économiques. Donc ça fait 156 000 diagnostics d'AMPIEM. Et vous voyez que pour ce qui est de la mortalité, tout âge confondu, on a une mortalité de 7%, mais si on s'intéresse aux patients les plus âgés, plus de 65 ans, on a une mortalité de 16%. Alors en réanimation, la mortalité elle est bien évidemment largement supérieure. Il y a très peu d'études qui ont regardé le pronostic de ces épanchements pleuraux en réanimation, mais dans les 2 études dont on a à notre disposition, on a des mortalités qui sont plutôt aux alentours de 40%. Alors, le pronostic il est aussi largement dépendant du contexte communautaire ou nosocomial. Vous voyez que la pleurésie purulente nosocomiale, elle est associée à un risque relatif de décès qui est multiplié par 4 par rapport au contexte communautaire, avec une survie qui passe d'environ 85% à 1 an à quasiment 50%. Alors à côté de ces paramètres bactériologiques, il y a des paramètres cliniques et biologiques simples qui sont associés au pronostic. Ces paramètres, ils ont été inclus dans un score de risque qui inclut l'insuffisance rénale, l'âge, la purulence du liquide pleural, le type d'infection communautaire ou nosocomiale et l'hypoalbuminémie. Alors ce score, il performe très bien pour classer les malades en faible risque de décès, risque intermédiaire ou risque élevé de décès, mais on voit très clairement le poids dans les composants du score, on voit très clairement le poids des comorbidités dans la mortalité de cette pathologie. C'est les comorbidités de la pleurésie purulente qui font la mortalité, et de façon même un peu surprenante dans cette étude, la purulence de l'épanchement pleural était plutôt associée à une moindre mortalité. Alors on va parler rapidement du diagnostic. Donc bon, c'est assez bien codifié. L'aspect macroscopique permet, lorsqu'il est purulent, de classifier les malades comme ayant un AMPIEM. Et à ce stade, il ne faut pas faire plus de cytochimie, parce que la cytochimie pourrait même égarer le diagnostic. On a le diagnostic d'AMPIEM, on sait qu'il y a une indication formelle de drainage thoracique, et on s'arrête là. Si le liquide n'est pas purulent, on va s'aider de la biochimie du liquide pleural et en fait surtout du pH pleural. C'est vraiment l'élément central de la biochimie. Un pH inférieur à 7,2, ça permet de faire le diagnostic d'un épanchement parapneumonique compliqué, donc indication de drainage. Alors la place centrale du pH, elle vient d'une méta-analyse de 7 études qui ont inclus des patients avec épanchement parapneumonique compliqué. Donc vous voyez que cette méta-analyse, elle montre une performance diagnostique largement supérieure du pH pleural par rapport au glucose pleural et au taux de LDH pleural. Et elle a par ailleurs permis de déterminer un seuil optimal au-delà duquel on est assez probablement dans le contexte d'un épanchement parapneumonique compliqué. Donc c'est ce seuil de 7,2 qui est utilisé par un peu tout le monde. Alors par contre, quand on mesure le pH pleural, il faut absolument le faire dans des conditions bien particulières. Il faut le faire en conditions anaérobies, donc il ne faut pas avoir une bulle d'air dans la seringue de prélèvement, sinon ça va augmenter artificiellement le pH. Il faut faire bien attention aussi de ne pas utiliser le trocar qui a servi à injecter la lidocaïne si on l'a utilisé comme anesthésique locale, parce que la lidocaïne va faire s'effondrer le pH, y compris à des volumes aussi faibles que 0,2 millilitres. Et enfin, on peut garder en tête que le pH il peut être élevé dans les infections à protéus parce que ces germes produisent de l'ammoniac. Si on n'a pas le pH pleural, on peut utiliser le glucose pleural, mais c'est moins fiable, avec un seuil qui est annoncé à 3,4 millimoles par litre. Et il faut toujours garder en tête que la biochimie du liquide pleural, elle peut varier en fonction du site de ponction dans les épanchements multiloculés, cloisonnés. Et donc, si on a une cytochimie du liquide pleural qui ne correspond pas au contexte clinique, eh bien, il ne faut pas hésiter à reponctionner le malade à un autre endroit de son épanchement, a fortiori si celui-ci est cloisonné. Alors, les biomarqueurs pleuraux, en fait, leur problème, c'est qu'ils ont un intérêt, mais ils ont un intérêt qui n'est pas supérieur à celui du pH pleural. Alors, je vous montre ici l'exemple du STREM1, qui a été étudié dans une méta-analyse de 7 études sur 730 patients. Vous voyez à l'œil, il y a une extrême hétérogénéité dans la performance diagnostique de STREM1 pour diagnostiquer les épanchements pleuraux parapneumoniques compliqués. Et le deuxième problème de la méta-analyse, mais il y en a d'autres, c'est que les valeurs seuil qui étaient utilisées pour diagnostiquer l'épanchement parapneumonique compliqué étaient extrêmement hétérogènes en fonction des études et variaient quasiment avec un facteur 10. La bactériologie du liquide pleural, c'est le troisième élément diagnostique important. Et lorsque l'examen direct est positif ou que la culture est positive, on est face à un épanchement parapneumonique compliqué qui indique le drainage, à l'exception notable des infections à pneumocoque qui, même lorsqu'ils sont découverts en culture, peuvent évoluer favorablement sans drainage.
Alors un élément qui est probablement important pour ce qui est de la bactériologie, c'est de rajouter la bactériologie standard, une bactériologie sur des hémocultures, une bactériologie du liquide pleural sur les hémocultures. Donc dans cette étude qui a suggéré l'intérêt de ce dosage, vous avez ici un taux de positivité de la culture pleurale standard de 38%. Lorsque les hémocultures donc le liquide pleural mis sur l'hémoculture avait un rendement bactériologique de 42%, mais lorsqu'on associe les deux, on a un rendement bactériologique qui augmente de façon considérable, jusqu'à 60%, donc ce qui justifie probablement l'intérêt de faire ces cultures. Alors l'imagerie, elle a une importance majeure pour la gestion de ces malades avec pleurésie purulente. Bon, la radiographie pulmonaire, elle peut avoir un intérêt, elle fait suspecter un épanchement parapneumonique compliqué lorsque la distribution spatiale de l'épanchement ne suit pas celle qui serait attendue sous l'effet de la gravité. Mais en fait, elle a été largement supplantée par d'autres techniques, et notamment l'échographie. Alors l'échographie, elle a un intérêt parce qu'elle permet de diagnostiquer l'épanchement avec une fiabilité qui est quasiment équivalente au scanner. Elle permet d'évaluer l'importance de l'épanchement. Elle permet aussi l'écoguidage de la fonction pleurale et l'écoguidage de la pose du drain. Et surtout, elle permet d'apprécier les caractéristiques morphologiques de l'épanchement, et notamment, elle permet d'identifier la présence de septa dans l'épanchement pleural. Et la présence de septa en imagerie est associée à une aggravation considérable du pronostic par rapport à l'absence de septa. Vous voyez ici dans cette étude sur 141 patients, les patients qui avaient des septa en échographie avaient un taux d'admission en réanimation significativement plus important, un taux de succès du drainage qui était effondré, aux alentours de 50% contre 80% en l'absence de septa, et une mortalité qui était plus élevée. Alors il faut juste moduler ce fait que en l'absence de septa, eh bien, on n'est pas dispensé de faire une biologie du liquide pleural, une bactériologie du liquide pleural, parce qu'on peut avoir d'authentiques épanchements purulents avec des échographies qui ne demandent pas de septa. Et deuxièmement, sur le plan individuel, on ne peut pas prédire l'évolution du malade en fonction de la présence ou de l'absence de septa. Alors, le scanner, il a aussi une importance, un intérêt dans la prise en charge diagnostique. Bon, il nécessite le transport du malade. Donc sur le plan diagnostique, il est probablement moins intéressant que l'échographie. Il permet de montrer des zones liquidiennes avec un angle de raccordement obtus avec la plèvre, donc ce qui permet de le différencier de l'abcès pulmonaire. On a par contre, c'est beaucoup plus important, une prise de contraste pleural et surtout un épaississement pleural qui vraiment est quasiment tout le temps présent en cas d'ANPIEM et un peu moins fréquemment en cas d'épanchement parapneumonique. Et il y a un signe qui est particulièrement intéressant qui est une augmentation de l'atténuation de la graisse extrapleurale qui lui est présent dans 35% des ANPIEM, mais quand il est présent, il est quasiment spécifique du diagnostic. Le véritable intérêt du scanner, finalement, ça va être de rechercher des causes d'ANPIEM secondaires quand on est face à un échec thérapeutique ou lorsqu'on est face à une situation clinique qui fait suspecter des ANPIEM secondaires. On va parler maintenant du traitement. Donc le traitement, il repose sur le triptyque antibiothérapie, évacuation du pus, kinésithérapie. Et l'évacuation du pus, elle est majoritairement centrée sur le drainage pleural, éventuellement les traitements adjuvants intrapleuraux et la chirurgie. Alors l'antibiothérapie, elle est évidemment très, très importante. Elle se fait par voie intraveineuse. La voie intrapleurale n'est pas recommandée par les experts de la British Thoracic Society en l'absence totale d'un niveau de preuve argumentant en leur faveur. Dans le contexte communautaire, un traitement anti-anaérobique est systématique, sauf si on a identifié un pneumocoque, parce que lorsqu'on identifie un pneumocoque, en général, c'est une infection monomicrobienne. Les anti-intracellulaires ne sont pas systématiques, les aminosides ne sont pas recommandés parce qu'ils sont inactivés en milieu acide et ils sont retrouvés en quantité très faible dans la plèvre. Et donc en général, on utilise l'association Amox C3G plus métronidazole ou une pénicilline avec un inhibiteur de bêta-lactamase. En cas d'allergie, ce qui est proposé, c'est clindamycine quinolone. Si on a peur d'une bactérie multirésistante chez un malade grave en réanimation avant d'avoir la bactérie, l'identification de la bactérie, on peut parfaitement utiliser les PNM ou les pipetazo qui pénètrent très bien dans l'espace pleural. Dans le contexte nosocomial, il va falloir cibler spécifiquement le Staphylococcus aureus metyliaire, sans oublier de cibler les antianaérobies qui sont toujours présents. Et la durée de traitement, elle est classiquement longue, 15 à 21 jours. Elle peut être beaucoup plus longue dans les infections avec un sepsis loco-régional persistant. Donc si on résume les indications du drainage pleural, sont bien codifiées, l'épanchement purulent ou trouble, la présence d'un micro-organisme à l'examen direct en culture, un pH inférieur à 7,2 et l'évolution clinique défavorable sous antibiotiques. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. En revanche, ce qui peut faire débat, c'est deux indications qui ont été proposées avec un grade C par les experts anglais, c'est l'épanchement pleural cloisonné et les épanchements pleuraux non purulents, abondants et symptomatiques, dans la mesure où dans ces deux situations cliniques, on a un taux d'échec du traitement médical
médicale qui est relativement élevée. Alors, le drainage pleural, ces modalités ont été ou sont toujours controversées. Tout d'abord, la taille du drain. Donc, ce qui était recommandé classiquement, c'était d'utiliser des gros drains pour bien drainer des épanchements qui sont très épais, bien purulents. Et en fait, l'étude mixte, toujours, a permis d'évaluer le pronostic de sous-groupe de patients en fonction de la taille du drain qui avait été implanté par le clinicien. Et donc, dans cette étude, il n'y avait absolument pas d'effet de la taille du drain sur le critère combiné d'essai ou recours à la chirurgie. Alors bien sûr, la taille des drains n'était pas randomisée dans l'étude, donc il faut prendre ces résultats avec caution. Deuxièmement, ce qui était montré aussi, c'est que les cliniciens avaient mis des drains de plus gros diamètre dans les épanchements qui étaient manifestement purulents et chez les patients qui venaient à l'albuminurie plus basse. Mais quand on tient en compte ces facteurs dans une analyse, quand on prend en compte ces facteurs dans une analyse multivariée, eh bien en fait, il n'y avait toujours pas d'effet de la taille du drain. Par contre, le score de douleur à la pose du drain et pendant toute la durée de présence du drain était beaucoup plus faible avec les drains de petit diamètre, moins de 15 F, et avec les drains insérés avec la technique Seldinger. Et donc, c'est la base de la recommandation de la British Thoracic Society, donc, qui recommande maintenant, en première intention, d'utiliser des drains de 10 à 14 F pour les épanchements pleuraux parapneumoniques compliqués ou les empyèmes. Alors, une modalité qui est probablement très intéressante, c'est la thoracoscopie médicale. Cette thoracoscopie médicale, à la différence de la thoracoscopie chirurgicale, elle est faite en salle d'endoscopie sous analgosédation et elle ne nécessite pas une intubation sélective. Et elle permet de perforer les septa, d'aspirer le matériel fibreux purulent et de mettre le drain. Et donc, cette technique, elle a été peu évaluée, mais dans une grande série de 127 patients avec des épanchements qui avaient des facteurs de risque de très mauvaise évolution, c'est-à-dire des épanchements multiloculés, et en plus 30% des patients qui étaient en échec de drainage, le taux de succès de cette technique était considérablement élevé, était de 94%, suggérant que c'est probablement une voie d'avenir, mais il faudra bien sûr qu'il y ait un niveau de preuve peut-être un peu plus élevé qu'une seule étude, malgré le nombre de patients. Alors, les facteurs pronostiques d'échec du traitement médical, ils sont maintenant bien identifiés. C'est tout d'abord la purulence, que l'on l'apprécie macroscopiquement ou par le taux de globules blancs dans l'épanchement, et puis surtout la présence de loculation, de cloisonnement en imagerie. Et vous voyez que le fait d'avoir ces loculations en imagerie augmente le risque d'échec du drainage par un facteur 10. Alors, devant le taux d'échec d'environ 20-30% du drainage simple ont été développées des thérapeutiques intrapleurales, notamment la thrombolyse. Donc la thrombolyse était pas mal utilisée au début des années 2000, mais l'enthousiasme un peu de tout le monde a été douché par une grande étude anglaise qui inclut 400 patients avec épanchement parapneumonique compliqué et dans lesquels, en fait, il n'a pas été mis en évidence d'efficacité de la thrombolyse sur le critère d'essai ou recours à la chirurgie. Alors, par contre, on a bien montré qu'il n'y avait pas trop de problèmes de sécurité liés à ce produit. Cette étude, elle a été très critiquée parce que les drains thoraciques utilisés étaient de petit diamètre, les drains étaient posés à l'aveugle, c'est la streptokinase qui était utilisée et c'est probablement pas le fibrinolytique idéal parce que c'est un activateur indirect de la fibrinolyse. Et il n'y avait en plus pas de critères objectifs de recours à la chirurgie. Alors, toutes les études sur la thrombolyse, elles ont été mises dans une méta-analyse qui a été publiée en 2012. Cette méta-analyse, elle est sortie positive en faveur de la fibrinolyse pour ce qui est du risque d'échec et de recours à la chirurgie. Par contre, il n'y avait pas d'effet sur la mortalité, pas d'effet sur la durée d'hospitalisation. En revanche, ce qu'il faut, c'est quand même regarder cette méta-analyse avec beaucoup faut la prendre avec des pincettes, parce qu'il y a une hétérogénéité significative qui est liée à l'étude MIST 1, il y a un biais de publication qui est formellement identifié par le funnel plot, et il y a un taux de recours à la chirurgie qui est très très élevé dans les études anciennes, vous voyez, jusqu'à 60%, ce qui fait qu'il est possible que les résultats de ce résultat positif de méta-analyse soient probablement un faux positif. Alors, de façon beaucoup plus intéressante, ont proposé d'adjoindre à la thrombolyse des désoxyribonucléases, comme le pulmosime, la dornase alpha. In vitro, ces produits permettent de diminuer de façon considérable la viscosité du pus, que ne fait pas la thrombolyse. Et donc, l'association thrombolyse et dornase alpha a été testée dans une deuxième étude anglaise, MIST 2, sur 200 patients, avec 4 groupes. Un groupe thrombolyse par altéplase et placebo. Donc, l'altéplase, c'est un activateur direct de la fibrinolyse, donc c'est probablement plus puissant que la streptokinase. Un groupe dornase alpha placebo, un groupe altéplase dornase alpha et un groupe double placebo. Donc, c'est un plan factoriel 2x2. Le critère de jugement principal, c'était l'amélioration de la radio à J7. Et cette étude, en fait, elle n'a pas pu avoir l'analyse qui était prévue parce qu'il y a eu une interaction entre les différents facteurs. Donc, il n'y a pas pu avoir d'analyse factorielle et donc tous les groupes thérapeutiques ont été comparés au placebo.
Et donc, ce qu'a montré cette étude, c'est que l'association fibrinolyse d'Ornaz alpha permet d'améliorer de façon significative la radio à J7, mais surtout de diminuer le recours à la chirurgie et de diminuer la durée de séjour hospitalière. L'altéplase seul n'avait aucun effet et la Dornaz alpha seul avait par contre un effet adverse un peu surprenant. Elle était associée à une augmentation du risque de recours à la chirurgie et une augmentation de la durée de séjour hospitalière. Donc cette étude, elle pose les bases en fait d'un traitement d'une association thrombolyse et désoxyribonucléase dans l'épanchement pleural purulent. Les limites, c'est que le critère de jugement principal qui était utilisé était discutable, que l'effet délétère de la Dornaz alpha isolée n'a pas vraiment été expliqué finalement, et qu'il y a des données de sécurité qui ne sont pas très importantes. Il y a un petit nombre de patients, mais c'est probablement très intéressant. Pour finir, le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il y a de très nombreuses techniques qui ont été proposées. La technique qui semble maintenant prendre le pas sur toutes les autres, c'est la technique la moins invasive, ce qui est la vidéothoracoscopie. La thoracotomie à ciel ouvert est bien évidemment plus invasive. Et enfin, la thoracotomie avec décortication est parfois requise dans les stades 3. La mortalité opératoire annoncée, elle est relativement correcte, aux alentours de 5 à 10%, probablement par sélection des patients. Les complications post-opératoires sont très fréquentes, aux alentours de 25%, surtout des hémorragies, des infections de site opératoire et des bullages de drain. Et le taux de succès annoncé est aux alentours de 90%. Alors ce traitement chirurgical, il se situe en cas d'échec de drainage, après une semaine, 5 à 7 jours d'échec de drainage. Par contre, il a été testé dans une étude en alternative au drainage sur 20 patients, c'est une étude chirurgicale. Alors cette étude, en fait, elle a montré un bénéfice très important de la chirurgie initiale par rapport au drainage, avec une diminution de la durée de séjour à l'hôpital, la durée de séjour en réa et un taux de succès de 90%. Mais en fait, la qualité de cette étude est extrêmement médiocre. Il n'y a pas d'analyse statistique, il n'y a pas de critère de jugement principal. Et surtout, il y a un taux d'échec du traitement médical qui est très élevé, autour de 50%, ce qui fait que c'est probablement pas un résultat qu'il faut prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour finir en cas d'échec du traitement médical? Donc, après 5 à 7 jours, on peut élargir l'antibiothérapie et on va surtout réaliser un scanner pour essayer de voir la localisation du drain, pour essayer de comprendre s'il y a un empième secondaire. Ce qui est proposé, c'est une chirurgie sous anesthésie générale, sous vidéo, en sachant que cette vidéothoracoscopie, elle est convertie en thoracotomie à ciel ouvert dans 10 à 50% des cas, donc ce n'est pas forcément un geste mini-invasif. La British Thoracic Society recommande aussi de faire un geste chirurgical à minima sous anesthésie locale pour les malades à haut risque anesthésique, ce qui paraît logique. En cas de contre-indication chirurgicale, ce qui est proposé, c'est un repositionnement du drain sous imagerie et ou un traitement adjuvant intrapleural. Et enfin, un traitement palliatif en l'absence de solution à proposer aux malades. Donc si on veut conclure, à l'heure actuelle, pour la prise en charge de la pleurésie purulente, il y a probablement une place importante de l'imagerie, et notamment de l'imagerie ultrasonore, pour à la fois guider le traitement et puis pour évaluer le risque d'échec du drainage. Il y a une place toujours centrale du drainage précoce. Un précoce, c'est dans les moins de 48 heures après l'identification de l'épanchement parapneumonique, idéalement le plus rapidement possible. Il y a une inefficacité assez probable quand même de la fibrinolyse intrapleurale, mais il y a une probable efficacité de ce traitement en association avec les désoxyribonucléases. Et enfin, il y a probablement un intérêt à la thoracoscopie médicale, mais qui reste à confirmer. Voilà, je vous remercie.